après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSite. Et oui, la ruralité, ça se conjugue au pluriel et ça se conjugue dans la convivialité et la joie et la bonne humeur. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour ce 17e café de campagne qui, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des rendez-vous maintenant qui deviennent importants. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y inscrire et ma foi, ça nous fait plaisir. L'objectif pour nous, toujours, mettre en lumière les acteurs inspirants de la ruralité, toujours dans une démarche bienveillante, dynamique, une démarche qui montre que la ruralité et les territoires ruraux sont des territoires non seulement de convivialité, mais aussi d'innovation. Et ça, c'est un élément important pour nous, l'innovation, et faire en sorte que nous soyons dans des territoires ruraux joyeux, ouverts, bienveillants, qui sont en capacité de rayonner et de rééquilibrer notre territoire, non pas contre l'urbanité, qui serait une imbécilité, mais en complément de l'urbanité pour faire en sorte que notre pays soit encore plus apaisé. Et le chantier est important, mais quand on se compare à d'autres, on voit bien aujourd'hui, avec les drames que nous traversons à l'est de l'Europe, que malgré tout, on a quand même énormément de chance. Donc, très heureux d'ouvrir ce 17e café de campagne avec vous sur les questions de jeunesse. Là aussi, grand chantier, jeunesse et ruralité. Ça pourrait parler souvent et sembler des opposés. Eh bien, loin s'en faut. Et avec InSite, comme avec bon nombre d'associations, nous le prouvons tous les jours. Et d'ailleurs, les jeunes n'ont pas besoin de nous pour le prouver. Ils s'impliquent et ils s'impliquent beaucoup dans les territoires ruraux. Et ces territoires ruraux sont aussi des territoires de jeunesse et d'innovation. Pour commencer ce 17e café de campagne, j'ai la joie, l'honneur d'accueillir Salomé Berliou, avec qui on fait un chemin d'avenir en commun depuis la création d'InSite, où nos chemins se sont croisés et, ma foi, depuis ne se sont pas séparés. Salomé Berliou, elle a créé Chemin d'avenir et elle en est aujourd'hui directrice générale. Elle a également lancé un grand mouvement, vous l'avez forcément entendu parler, nous y avons participé à InSite, toute une campagne de promotion de la question de la jeunesse et d'interpellation pour les candidats à l'élection présidentielle en partenariat avec France Inter. On y reviendra sur la dernière partie de l'intervention de Salomé. Mais avant, dans le contexte que nous connaissons, qui est un contexte extrêmement difficile, mais difficile depuis déjà un certain nombre d'années, nous traversons 3 grandes crises. Une crise environnementale, une crise sanitaire depuis 2 ans, et là maintenant, nous rentrons dans une crise de tension géopolitique extrêmement forte. Je me dis naturellement, quand on est jeune, forcément, on est impacté, comme tout le monde, par cette situation. On est impacté dans son actualité, dans sa vie de tous les jours, mais aussi on est impacté dans son avenir. Et j'aimerais poser d'abord cette première question à Salomé, c'est quelle est ta lecture aujourd'hui à toi, ton regard sur cette multiplicité de crises que nous vivons et quand on connecte les questions de jeunesse, d'abord toi tu es quand même très jeune d'une part, donc toi Salomé Berliou, mais au-delà de toi, de ce que tu vois de tes analyses sur les questions de jeunesse, Salomé a écrit des ouvrages également sur ces problématiques, sur les questions de scolarité, d'échec scolaire pour les enfants de territoires ruraux. Comment tu lis cette situation? Comment tu regardes ça avec ton regard à la fois d'actrice et d'experte? Merci beaucoup Thibaut pour cette question et merci de m'avoir invitée, d'autant plus que je suis, tu le sais et vous le savez, une grande admiratrice des travaux d'InSite et je vous prie de m'excuser si de temps en temps il y a un petit peu de bruit derrière moi. Je suis, pour ne rien vous cacher, cachée dans un petit coin d'un hall d'hôtel où je fais des interventions jusqu'à ce soir. Donc désolée si ce n'est pas totalement silencieux derrière moi. Pour aller à l'essentiel, donc je ne vous fais pas tout un détail sur le fait que quand on parle de la jeunesse,
il faudra en réalité parler des jeunesses au pluriel et qu'il ne faut pas regarder la jeunesse comme un bloc monolithique, vous le savez, et même au sein de la jeunesse rurale, en réalité, ce sont des jeunesses rurales qui sont traversées par des courants différents, des inégalités qui peuvent être sociales et territoriales, des dynamiques qui sont différentes si on habite dans un territoire très, très, très rural ou dans une petite commune ou à proximité d'une plus grande métropole. Tout ça est évidemment très varié. Mais je trouve qu'il faut assumer en partie le fait de généraliser dans certains cas quand on veut agir, ce qui n'empêche pas la nuance. Mais voilà, pour faire des recommandations, notamment de politique publique et aussi pour avoir un impact, il faut parfois accepter de conceptualiser. Et conceptualiser, c'est généraliser un peu. Donc effectivement, là, je ne prendrai pas sans cesse la précaution d'apporter des nuances et de dire, évidemment, ce sont des jeunesses, vous le savez, et je n'y reviendrai pas. En tout cas, aujourd'hui, pour répondre à ta question, Thibaut, ce qui est certain, c'est que si je mets 3 éléments en avant sur l'état d'esprit des jeunes, en tout cas de ce que je perçois moi en tant qu'acteur de terrain, c'est sans aucun doute une forme de morosité ou d'angoisse, pour commencer par le plus négatif, et vous verrez que pour le coup, je nuancerai ensuite. Mais les crises dont tu parlais, l'impact de la Covid-19, tout ça donne un contexte extrêmement anxiogène pour les jeunes dans la ruralité, mais pas uniquement. Avec, on peut décliner ça autour de 2 axes, et il y en a sans doute d'autres, mais notamment les questions de santé mentale. Et beaucoup de chiffres montrent à quel point est-ce que les jeunes aujourd'hui sont plus anxieux vis-à-vis de l'avenir, sont dans des situations de détresse parfois psychologique très lourdes, donc ça existe. Et puis on peut aussi le décliner sous l'angle financier, avec des vraies situations de précarité, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, des jeunes qui ont perdu leur petit job et pour qui tout s'est effondré, des jeunes qui avaient des difficultés ô combien à boucler les fins de mois. Donc ces réalités-là, elles existent. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'en matière d'emploi, les résultats et l'emploi des jeunes est plutôt plus élevé que ces dernières années. Donc, il faut souligner ça néanmoins. Mais voilà, on a un contexte de morosité ou d'angoisse, en tout cas, des jeunes qui est réel. Premier point. Deuxième point, et ça c'est intéressant peut-être d'en parler au moment des élections présidentielles, vous entendez tous et vous voyez bien tous, jeunes et moins jeunes, le fait que manifestement la jeunesse est peu ou moins intéressée par la politique, en tout cas au sens partisan du terme, avec la principale divergence avec les générations précédentes. Ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent, notamment une étude récente de l'Institut Montaigne qui a fait un gros focus sur la question des jeunes aujourd'hui et qui montre qu'il y a une vraie désaffiliation politique des jeunes. 64% d'entre eux montrent des signes de désaffiliation politique, donc en gros ne se situent pas sur l'échelle gauche-droite ou ne se sentent de proximité avec aucun parti. 64%, c'était 44% pour la génération de leurs parents et 36% pour les baby-boomers. Donc une partie importante des jeunes ne se reconnaît dans aucune tendance politique, soit par méconnaissance, soit par désintérêt, soit par rejet, il faut bien le dire. Rejet qui peut être très légitime d'ailleurs. Pour autant, et pour le nuancer tout de suite, cette désaffiliation, elle s'accompagne en même temps d'une forte conviction démocratique. Donc, il n'y a pas de rejet de la démocratie, en tout cas pas massif. Presque 7 jeunes sur 10 pensent qu'il est utile de voter et que les élections peuvent faire avancer les choses. Donc, c'est un peu paradoxal par rapport au fait qu'il y a une mobilisation au moment des élections qui est moins forte que par le passé. Donc, bon, tout ça n'est pas très positif, mais au-delà de ces chiffres, et ce sera mon troisième et mon dernier point en réponse à cette question, ce que je vois et ce que nous constatons quand même très largement, notamment au sein de Chemin d'Avenir, auprès des bientôt 5000 jeunes que nous accompagnons dans la ruralité, c'est un sens de l'engagement extrêmement fort et des envies de s'engager quand on donne aux jeunes les moyens de le faire, très, 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 très fortes, avec des thématiques, et on le sait, qui mobilisent fortement les jeunes, l'écologie notamment, les questions de terrorisme qui les préoccupent beaucoup, les violences faites aux femmes et plus largement l'égalité femmes-hommes, l'enjeu des territoires eux-mêmes, où on voit aussi beaucoup d'initiatives qui fleurissent. Donc voilà, de ce point de vue-là, il y a un engagement de la jeunesse française et une envie d'engagement qui reste très forte, qui se manifeste dans le contexte des crises que tu évoquais, Thibaut,
par des manifestations, par l'usage des réseaux sociaux, par des marches, par exemple, voilà, la marche pour le climat, c'est un exemple emblématique de ce que peut faire la jeunesse. C'est apparu par et grâce à la jeunesse, ces marches pour le climat. Et donc, la seule chose, c'est que souvent, on ne donne pas aux jeunes les moyens de s'engager, et je finirai là-dessus. C'est-à-dire que nous, parfois, quand on va dans les collèges, les lycées ou les universités pour dire aux jeunes, peut-être que vous ne cocherez pas tout de suite la case du stage de vos rêves ou du déplacement à l'étranger qui fait bien sur un curriculum vitae. En revanche, nous en sommes sûrs, il y a une chose qui peut vous apporter énormément, vous faire gagner en compétences, y compris transversales, pour utiliser une expression à la mode, et vous permettre de changer à la fois vous en tant qu'individu jeune et aussi changer votre écosystème et avoir un vrai impact autour de vous, c'est l'engagement. Ils ouvrent des yeux grands comme ça, souvent, parce qu'on ne leur a pas expliqué qu'ils pouvaient le faire, que s'ils avaient envie d'être journalistes, ils pouvaient monter le journal de leur établissement, que s'ils avaient envie de s'engager dans leur commune, soit dans des associations existantes, soit en créant une, ils pouvaient le faire, et qu'il y avait énormément de moyens d'être acteurs de leur présent et de leur avenir à travers ces formes d'engagement-là. Et la seule chose, c'est que quand on leur dit, quand on leur explique qu'ils peuvent le faire, et quand on leur donne des moyens opérationnels pour le faire, derrière, ça va à 100 à l'heure, très très loin. Et nous, on mesure aussi l'impact de Chemin d'Avenir là-dessus. Tous nos bénéficiaires doivent avoir développé un engagement au cours de leur parcours Chemin d'Avenir. Et on voit bien que ça a des effets transformateurs très puissants. Donc voilà, je finis là-dessus sur quelque chose, à mon avis, étonnamment positif, y compris dans ce contexte pas très marrant pour la jeunesse, c'est peu de le dire, qu'on rencontre aujourd'hui, une puissante volonté et capacité d'engagement sur laquelle je pense qu'il faut capitaliser dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup, Salomé, pour ce développement. Bon, on le sait depuis Socrate, le regard des plus anciens sur leur jeunesse est compliqué. D'abord, ce sont ceux qui nous poussent vers la sortie et qu'elle est toujours plus feignante, moins travailleuse, moins à l'écoute, plus égoïste, plus individualiste, etc. Je trouve que c'est vrai, on confirme Alors, avant crise sanitaire, que les jeunes Français étaient parmi ceux dans la très grande zone Europe qui s'engageaient le plus dans des actions au service de l'intérêt général, après les jeunes Islandais. Et c'était ceux qui donnaient le plus en termes de dons par rapport à leur revenu brut que par rapport aux plus de 60 ans, par exemple, qui donnent le plus en termes de dons par rapport en volume absolu, mais par rapport à leur pouvoir d'achat, ça n'avait rien à voir. Donc, on voit bien que l'image de notre société, elle est souvent décalée, avec une jeunesse qui est souvent perçue comme individualiste, égoïste et tournée sur son écran numérique et coupée du monde. Et ta démonstration prouve une nouvelle fois que ça nécessite d'avoir d'abord des acteurs associatifs comme Chemin d'Avenir, comme INSIT et d'autres qui sont en capacité de proposer de nouvelles formes d'engagement au service de l'intérêt général, parce que ça aussi c'est important de renouveler aussi les engagements au service des autres, et deux, d'avoir un discours auprès des pouvoirs publics ou ceux qui aspirent à avoir des responsabilités politiques, d'avoir un discours vrai, c'est-à-dire positif, engageant et qui est en capacité de s'adapter à ça. Alors, ça me fait une transition sur la deuxième question que je voulais te poser par rapport à toute l'action que nous avons menée, que tu as menée auprès des candidats à l'élection présidentielle. Sur les questions-là de jeunesse et de ruralité, quels sont les éléments qui sont ressortis en termes de propositions que tu pourrais nous expliquer? Alors, effectivement, en fait, dans le contexte des élections, c'est vrai que Chemin d'Avenir a un petit peu élargi la focale en se disant essayons de manière collective de faire du plaidoyer autour des questions de jeunesse. Donc, on l'a fait à travers un podcast qui s'appelle Place aux jeunes et qui paraît, alors là, c'est un petit peu ralenti ces dernières semaines, mais ça va reprendre la semaine prochaine, toutes les semaines, avec un focus sur un jeune en particulier, ses craintes, ses doutes, ses envies, son rapport aux politiques, justement. Un événement en partenariat avec France Inter qui s'appelait Des candidats et des jeunes, où chaque structure associative, et on en avait mobilisé une trentaine, extrêmement engagée et toujours très qualitative, notamment en termes d'impact, pouvait envoyer certains de ces jeunes pour poser des questions alors théoriquement 9, mais en réalité 7 candidats à la présidentielle.
Et puis, ce contrat… Dont une volontaire d'INSIT, donc, qui était présente. Tout à fait, absolument. Et puis, ce contrat jeunesse 2022 que nous avons coécrit avec ces associations et dont l'optique était de faire remonter de manière collective 12 propositions, comme les 12 travaux d'Hercule, sur les questions de jeunesse pour interpeller les candidats sur ces sujets-là. Donc, je commencerai en disant que ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a rendu public, ce contrat, le 22 et que le 24, la guerre a éclaté en Ukraine et que, très honnêtement, je ne me suis pas sentie, mais j'ai peut-être eu tort, je ne sais pas, mais d'aller harceler les différents candidats et leurs équipes pour qu'ils signent le contrat dans la foulée comme je voulais le faire. Mais je vais trouver et on va trouver d'autres manières de pousser ces questions, y compris au début du prochain quinquennat. Et pour répondre à ta question, Thibaut, donc c'est vrai que des formations professionnelles, quand même la ruralité était très présente dans ce contrat-là, en tout cas de manière transversale, pardon pour le bruit. Donc il y avait une proposition portée par INSIT qui était la création d'un campus d'innovation rurale par région. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. On a un site Internet qui s'appelle Contrat Jeunesse 2022 et sur lequel vous avez l'ensemble des propositions. On vient de le mettre en lien sur le… Oui, super, merci. L'idée est très simple et montre bien d'ailleurs ce pourquoi œuvre INSIT et aussi Chemin d'avenir. C'est comme objectif de favoriser l'attractivité des territoires pour les jeunes, à la fois les jeunes qui y habitent déjà, de façon à ce qu'ils puissent y rester dans de bonnes conditions et pour y faire des choses, à la fois sur les plans académiques, professionnels et citoyens, et puis aussi pour attirer d'autres jeunes pour des questions de vitalité de ces territoires-là, et que des jeunes urbains puissent se dire « Ah mais en fait, c'est très 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 chouette d'aller vivre et travailler à tel endroit, dans telle zone rurale, ou dans telle petite commune parce qu'on y fait des choses. » Donc l'idée, c'était de créer, et c'est de créer, un campus dans chaque région française, à la fois dans l'Hexagone et puis dans les territoires ultramarins, une espèce de lieu unique, en fait, qui soit à la fois dédié à la formation, à l'innovation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat, et qui devienne, comme ça existe parfois déjà à petite échelle, une espèce de fourmilière, une espèce de lieu de croisement entre des porteurs de projets, des jeunes qui cherchent des engagements, que ça soit aussi un lieu de sociabilité, parce qu'on sait que dans la ruralité, c'est parfois un vrai enjeu, donc un endroit où les jeunes et les moins jeunes puissent se retrouver pour échanger des idées et agir. Et donc, ça se fait parfois de manière ponctuelle, sous l'impulsion d'un élu, d'une association. Mais là, l'idée, c'était aussi que l'État, et l'État central, prenne une part de responsabilité, y compris d'un point de vue budgétaire sur ce sujet-là, et que ce soit des projets collectifs, État, région et entreprise, autour de ce projet de campus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser et je compte bien et on compte bien le faire. Ça, c'était une option, une des propositions. Une autre proposition qui, pour le coup, figurait dans le rapport que j'ai rendu il y a 2 ans maintenant à Jean-Michel Blanquer sur le thème orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes, c'est, et là c'est d'ailleurs un mix en termes d'appellation entre des travaux d'INSIT et des travaux de Chemin d'avenir, un Erasmus national découvre mon territoire. Vous verrez que c'est la proposition 9. Et donc l'idée c'est de dire, certes c'est fondamental que les jeunes puissent aller découvrir l'Espagne, l'Angleterre ou les États-Unis, mais en revanche il faut déjà qu'ils puissent découvrir leur propre territoire, la France, y compris parce que des études très précises montrent qu'un jeune qui n'a pas été mobile au moment jusqu'à son collège aura moins de chances et moins de possibilités de s'insérer sur le marché de l'emploi par la suite. Donc l'idée, ça n'est absolument pas de dire aux jeunes quittez votre territoire, loin s'en faut. L'idée, c'est de dire il faut qu'il y ait de la mobilité et du mouvement, et c'est à nous collectivement de créer cette mobilité quand elle n'existe pas au sein du foyer familial. Et on sait que très souvent, pour des raisons notamment économiques évidentes, la mobilité n'est pas au sein du foyer. Et donc l'idée, c'est de dire un jeune qui habite dans le Gers, par exemple, dans un territoire très rural, va pouvoir avoir un correspondant à Lyon, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, ou que sais-je, peut-être même dans un quartier sensible de ces territoires-là. Et il va correspondre avec lui pendant toute l'année scolaire, par écrit, et puis ensuite, il ira passer une semaine à Marseille, à Lyon ou à Paris, et
réciproquement. C'est-à-dire que le jeune Marseillais ou le jeune Parisien va venir passer une semaine dans le Gers et ce sera aussi une manière pour le jeune rural de faire découvrir son territoire, de le valoriser, de montrer ce qui existe, de s'imaginer aussi comme acteur de ce territoire-là et jeune habitant de ce territoire-là. Et puis, de voir que d'autres formations, d'autres bassins d'emploi, d'autres possibilités existent ailleurs. Et donc, éventuellement, si à un moment donné dans son parcours, la mobilité est nécessaire, d'aller la chercher. Voilà, ça c'est une autre proposition. Et puis, une troisième, qui est intéressante, je trouve, parce qu'elle a pour objectif de permettre aux jeunes de, à un moment donné, éventuellement quitter leur territoire, partir pour peut-être mieux revenir dans un deuxième temps, c'est le fait de créer, c'est la proposition 12, 25 maisons des régions dans 25 villes universitaires pour que les jeunes de la ruralité qui ont envie d'aller étudier ailleurs n'aient pas plus de lourdeur administrative, matérielle, financière que les autres. Et après tout, il y a bien une cité universitaire internationale, notamment à Paris, pour attirer des profils internationaux qui voudraient venir étudier à Paris. Pourquoi ne cherche-t-on pas à attirer des profils de ruraux qui viendraient participer à la vie universitaire parisienne, prendre des ressources, apprendre des choses différentes et peut-être, et ça c'est je trouve le scénario idéal, même s'il ne faut pas qu'il y ait d'injonction ni à la mobilité ni au fait de rester chez soi, mais qu'en tout cas les jeunes puissent choisir, fort de compétences nouvelles, d'y retourner dans un second temps pour y créer et pour y faire des choses, peut-être dans un campus d'innovation rurale. Et là, on revient à la première proposition. Et vous verrez, si vous parcourez le rapport, qu'il y a beaucoup d'autres propositions qui, en fait, touchent un petit peu à la ruralité. Je pense, par exemple, à un droit à la connexion pour chaque jeune, et où on sait que dans les territoires ruraux, notamment au moment de la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à des enjeux de connexion moins puissants dans ces territoires-là, et que la continuité pédagogique et éducative était beaucoup plus tendue dans ces territoires qu'ailleurs pour des raisons évidentes. Je m'arrête là pour ne pas dépasser mon temps. Merci infiniment, Salomé, pour cette déclinaison. Vous voyez, ça regorge non seulement d'engagement, mais également de propositions pour participer à changer notre société. Alors, on est déjà un peu à la bourre, mais je m'en voudrais de ne pas prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser? Voilà, levez la main. Parfait. Camille. Pardon, avec le micro, ce sera mieux. Bonjour Salomé, bonjour l'équipe d'INSIT. Je suis chargée de mission ruralité à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce que les propositions que vous venez d'évoquer m'attirent fortement et m'interpellent. Moi, j'avais une question sur le service national universel. Est-ce que dans vos propositions, vous évoquez ça et est-ce que vous pensez que ça peut être un levier intéressant pour favoriser l'attractivité des territoires ruraux pour la jeunesse? Salomé, merci pour cette question. Camille, Salomé, rapidement. Même si le SNU, on pourrait en parler beaucoup, mais je sais que tu vas être synthétique. Et peut-être pas combien. Non, mais effectivement, donc, en tout cas, moi, ma réponse par rapport à des dispositifs déjà existants comme le service civique, comme le service national universel, c'est oui, ce sont des vraies solutions et sur lesquelles il faut capitaliser parce qu'elles ont le mérite d'exister. Donc, je fais partie des gens qui considèrent que quand quelque chose existe, il ne faut pas forcément le critiquer et chercher à le détruire, mais au contraire se dire comment on avance à partir de là. Et donc, vous verrez qu'il y a une proposition qui est la proposition 11, qui est renforcer le parcours d'engagement citoyen des jeunes, notamment en s'appuyant sur ces dispositifs-là, qui très souvent ne sont pas encore assez adaptés à la ruralité. Donc là, je parlerai plutôt du service civique, même s'il y a des grosses avancées qui sont faites, mais je sais qu'on a eu souvent des gros échanges avec Béatrice Engrand, la présidente de l'agence, qui est très sensibilisée à ces sujets, parce qu'il y a encore quelques années, en tout cas, la seule possibilité pour un service civique, c'était, pardon, je vais être volontairement caricaturale, mais dans la ruralité, pour des raisons notamment de déplacement ou des raisons matérielles, de faire un service civique dans l'EHPAD de la ville d'à côté, de la commune d'à côté. Pourquoi pas? Ça peut être génial et très libérateur, mais l'idée du service civique, c'est quand même de favoriser l'ouverture du champ des possibles, les synergies, la mobilité. Et donc, il fallait et il faut, selon moi, qu'il y ait des dispositifs, y compris financiers, qui permettent à un jeune, certes, de prendre un service civique dans l'EHPAD de la commune d'à côté s'il le souhaite, mais aussi d'aller accéder à un service civique à l'autre bout de la France s'il en a envie, pourquoi pas. Merci Salomé. On a en effet sur le chat, alors je n'arrive pas à voir la signature, mais on vous invite à lire le livre de Marie Trélucane que vous voyez, j'ai ici sous les yeux, là, voilà, sur ces questions, entre autres. Moi, je suis exactement dans la même philosophie que Salomé. Je pense qu'il faut utiliser des dispositifs qui sont là. Par ailleurs, je pense que ça serait bien d'intégrer au parcours de formation initiale
de l'école primaire jusqu'au lycée, voire même à l'université, d'intégrer la question de l'engagement, l'apprentissage à l'engagement et l'expérimentation de l'engagement au service de l'intérêt général et faire des établissements scolaires des pôles ressources pour leur territoire. Voilà, et je pense que là, on aurait peut-être quelque chose d'encore plus utile à développer. Est-ce qu'il y a une autre question pour Salomé? Non. Bon, en tous les cas, merci infiniment, Salomé, de ta participation. À très bientôt pour continuer à partager nos chemins qui sont beaux et communs et pleins d'espoir et surtout pleins d'engagement. Aujourd'hui, nous en avons besoin. À très, très vite pour continuer. On rééchange sur la présidentielle et l'après-présidentielle. Le choix d'Insit, c'était plutôt, on est venu sur ton plaidoyer et sur le plaidoyer que tu as mis en place parce que ça nous semblait utile et que c'était bien de participer. Nous, on a décalé ça après les élections législatives et surtout à la rentrée 2022 pour faire en sorte d'aller au combat de nos idées et de la promotion de nos actions. Donc, on aura l'occasion d'en reparler pour porter et ce plaidoyer et d'autres éléments. Merci beaucoup, merci Salomé. Encore. Merci, bonne journée. À bientôt. Je passe avec beaucoup de plaisir la parole à Elsa qui fait un direct avec notre équipe corse à Speloncato, magnifique petit village où j'étais lors du dernier café de campagne qui se situe au-dessus de l'île Rousse et avec un maire remarquable et surtout 3 jeunes en Erasmus rural qui ont fait un boulot de dingue. Alors, Elsa, oui, mais Speloncato, c'est juste après. Moi, pardon, Frédéric, autant pour moi. Autant pour moi. Mais il n'y a pas de problème. Du coup, avant de partir pour la Corse, restez bien jusqu'à la fin, on part plutôt du côté du sud-ouest avec Frédéric Mathis qui vient nous parler du réseau des écoles de la transition écologique. Je m'excuse par avance pour cette voix donnée et ce contre-jour qui je fais avec les moyens du bord dû à mes conditions d'isolement, vous vous doutez pourquoi. Mais voilà, faites abstraction de ça et de toute façon, on va surtout voir la tête de Frédéric et ça sera très bien comme ça. Frédéric, est-ce que tu es toujours là et est-ce que tu peux te présenter et en quelques mots nous parler de ton parcours? Bonjour, je suis là. Alors, c'est vrai que c'est un peu moins sexy que la Corse, mais on va essayer de mettre le sud-ouest à l'honneur. Donc, moi, je suis Frédéric Mathis, je suis président de la fondation Être, qui sont les écoles de la transition écologique, et co-directeur et fondateur d'une association qui s'appelle 3PA, qui fait donc 3PA, ça veut dire penser, parler, partager, agir. Et on fait de l'éducation et de la formation à la transition écologique. Et on s'est créé en 2004. Donc, j'ai créé l'association en 2004 et je suis moi-même, ou j'étais moi-même d'ailleurs, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, un jeune de milieu rural. Donc, j'ai été très intéressé par les interventions sur de chemin d'avenir, notamment parce que ça nous aurait fait du bien qu'on ait ces relais d'infos à cette époque-là aussi. Donc, moi, j'ai créé en 2004 3PA, donc qui aujourd'hui en fait continue d'exister dans un petit village de 200 habitants qui est à 45 km au sud-ouest de Toulouse et qui s'appelle Lage et on développe plein de projets différents donc, autour de la transition écologique et de l'engagement des jeunes avec deux piliers principaux qui sont l'humain au cœur de la transition écologique avec 3 projets à l'intérieur qui sont de la sensibilisation à l'environnement dans les écoles. Des écoles viennent nous voir. La formation, dont on va parler un peu plus précisément aujourd'hui, avec l'école de la transition écologique Être, qui vise à accompagner et former des jeunes de 16 à 25 ans principalement aux métiers et compétences de la transition écologique et justement leur permettre de s'engager dans ces questions-là. Et ensuite, un chantier d'insertion avec tout public autour de la cuisine et de la rénovation du bâtiment. Et on a un deuxième pilier qui est la transition de service des territoires, puisqu'on croit fort que la transition écologique, elle peut justement apporter des choses au niveau du développement de nos territoires, avec plusieurs activités, mais notamment l'animation d'un café culturel dans un petit village à côté qui s'appelle Poucharamé, et ça s'appelle la Maison de la Terre. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir, on fait des événements tous les week-ends, une centaine d'événements par an quand le Covid nous laisse un peu tranquille. Et aussi l'animation d'un tiers-lieu ici à Lage, puisqu'on est dans
un grand bâtiment de 3500 mètres carrés avec 4 hectares autour. Et on a une dizaine de structures de l'économie circulaire et de la transition écologique qui développent leurs activités ici. Et petit moment promo, si jamais vous voulez découvrir ce lieu, tous les 15 du mois à 15 heures, on fait des visites qui durent 2 heures pour expliquer un peu notre projet un peu plus précisément. Merci beaucoup. Du coup, on a choisi de faire un focus aujourd'hui plus sur les écoles de la transition écologique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est que ces écoles? Quels sont les types de profils de jeunes qui y viennent? Oui, alors en fait, on a créé en 2017, donc au sein de 3PA, la première école de la transition écologique, et du coup, c'est né 10 ans d'expérimentation. Donc, c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à se créer, à se monter, puisqu'à partir de 2000, donc moi j'ai créé 3PA en 2004, à partir de 2005-2006, l'idée, ça a été de comment, en fait, je travaillais moi surtout avec des jeunes des quartiers politiques de la ville de Toulouse. Et l'idée, c'était comment on fait pour sensibiliser ces jeunes-là aux questions de transition écologique, puisque la transition écologique commençait d'arriver un peu plus fort dans le débat, même si on espère que ça sera encore plus, et surtout dans l'action et dans les engagements dans les mois et les années à venir. Mais en tout cas, l'idée, c'était de dire comment on fait pour leur parler de ces thématiques-là. Et au départ, moi, en tant qu'animateur environnement, je suis allé dans ces quartiers pour parler de transition écologique, pour parler un peu plus globalement de fin du monde. Et en fait, le retour des jeunes sur le terrain, ils m'ont dit c'est très sympathique tes questions de fin du monde, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on va se former, comment on va bosser et comment on va payer notre pain quotidien. Et du coup, c'est plutôt les questions de fin du mois qui nous intéressent. Et moi, originaire donc, de Poucharamé, donc 45 km de Toulouse, je me suis dit, plutôt que moi d'aller dans ces quartiers où je ne suis pas toujours, j'allais dire, pas à l'aise, puisque j'étais très bien accueilli, mais en tout cas que je n'étais pas sur mon terrain, je vais plutôt prendre des groupes de jeunes avec moi et les amener dans mon village pour qu'on pratique l'écologie, en fait, qu'on mette concrètement les mains dans la terre. Et c'est ce qu'on a fait avec des résultats très intéressants, puisque du coup, on pouvait parler de ces questions de fin du monde et de fin du mois. Et on avait des jeunes en fait, qui, à la fin des stages de 10-15 jours, nous disaient en fait, j'ai envie de bosser dans ces métiers-là, ça m'intéresse de travailler de mes mains, ça m'intéresse de fabriquer, ça m'intéresse d'être partie prenante en fait, dans ces questions de transition écologique. Comment on fait? Et donc, dans un premier temps, on a été tout simplement, on a fait de l'orientation, hein, c'est-à-dire qu'on les envoyait en CFA, en lycée pro, enfin, partout où on peut les envoyer. Et ce qui se passait, c'est qu'au bout de 3 semaines, 1 mois ou 6 mois, ils revenaient me voir en me disant, en fait, ça ressemble trop à l'école que j'ai quittée, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et donc, il faut faire quelque chose. Et donc, petit à petit, en fait, avec le temps, on a créé des formations de plus en plus longues. Et jusqu'en 2015, où on a une jeune en fait, qui est venue me voir et qui m'a dit en fait, vous avez créé une sorte d'école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. Et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai un rêve d'enfance qui était de créer une école. Donc, on a créé l'école de la transition écologique en 2017. Et le petit nom de l'école de la transition écologique, c'est Être, puisque en plus de fin du monde et fin du mois, on travaille aussi sur ces questions de fin du mois, mais sans le S, sur justement la place, l'utilité et le rôle qu'on peut avoir dans la société. Une école Être, en fait, c'est 3 types de formations. On a créé tout un parcours, puisque l'idée, c'est aussi d'aller chercher les jeunes là où ils en sont dans leur réflexion, dans leur parcours, dans leur motivation, avec des formations autour de l'orientation et de la remobilisation, qui sont des formations courtes et très dynamiques, des formations préqualifiantes, parce que quand on parle de métier de la transition écologique, on parle de plein de métiers différents, puisqu'on a des métiers verts, donc qui sont vraiment liés à la question de la protection, l'analyse, la surveillance de la nature, et les métiers verdissants, qui sont tous les métiers qui sont en pleine mutation aujourd'hui du fait de la prise en compte de la transition écologique, comme les énergies renouvelables, comme l'agriculture bio, etc. etc. Donc, cette formation préqualifiante, elle permet en 6 mois de se définir en fait son projet professionnel. Et enfin, on a des formations qualifiantes, donc là où on va passer un vrai diplôme. Donc, ici à La Hage, on a une formation autour du bois, de la menuiserie, très exactement, un titre professionnel, mais avec une vision de transition écologique, puisqu'on fait d'économie circulaire, et que tous les produits qui sont fabriqués ne sont pas détruits, évidemment, mais vendus à des collectivités locales, notamment, pour participer aussi à notre territoire.
Super, merci beaucoup. C'est assez complet, mais si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin. Du coup, il y a eu cette première école, mais aujourd'hui, les écoles Être, c'est devenu un réseau. Comment ça fonctionne exactement? Ben, en fait, ça, pour le coup, ce n'était pas du tout prévu dans le programme de notre réflexion. Mais en 2017, en fait, on a lancé en octobre exactement une petite inauguration de cette école. Et on a eu, bon, j'allais dire, un retour médiatique, mais c'est toute proportion gardée par rapport à notre taille et notre lieu. Hein. Mais en tout cas, on a eu la chance de pouvoir être relayé, notamment sur une superbe émission que vous devez connaître, Carnet de campagne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de l'inauguration, on a commencé à recevoir des appels de parents, de grands-parents, de collectivités, d'associations, d'organismes de formation qui nous disaient, mais en fait, c'est super votre école, mais ça fait un peu loin de la Bretagne, ça fait un peu loin de la Corse. D'ailleurs, on avait reçu des appels de Corse. Et donc, comment on fait pour créer une école comme ça sur notre territoire? Et bon, comme je l'ai dit, on n'y avait pas réfléchi, mais en même temps, je me suis dit, ben, nous, on a mis 10 ans à faire naître la première école, ben, ce serait cool quand même de pouvoir permettre à d'autres structures de gagner un peu de temps par rapport à nous, et donc de réfléchir à ce que faisait le corps en fait, de notre école, de cette première école. Et en 2018, on a bossé toute l'année sur qu'est-ce que c'était en fait en développant une charte, un principe de développement, etc., etc. Et en 2019, on a eu la chance, comme nos amis d'INSIT un peu après, d'être lauréat de la France s'engage. Et donc, qui nous accompagne. On est là en dernière année sur l'essaimage des écoles. Donc, nous, on est sur un modèle qu'on appelle franchise sociale, c'est-à-dire que ce sont des porteurs de projets ou des organismes de formation existants qu'on accompagne en fait à porter une école de la transition, puisque l'idée, c'est que nous, on ne va pas créer des écoles partout parce que les écoles, les métiers, les partenariats sont intimement liés au territoire et aux partenariats qui sont développés sur le territoire. Et donc, on accompagne plutôt des structures existantes et qui ont connaissance de leur territoire à porter des écoles de la transition écologique. Aujourd'hui, on a 8 écoles en France. Voilà, donc 4 en région Occitanie, puisqu'on a une convention avec la région Occitanie sur le déploiement des écoles, donc, ce qui explique la surreprésentation en région Occitanie. Mais on a 8 écoles donc en France, et il y en a 4 là, qui sont en cours de lancement, puisqu'il y a une formation test en fait, pour lancer le sujet. Et donc, il y aura une petite quinzaine d'écoles d'ici la fin d'année en France. Merci. Pour terminer, j'ai une dernière question qui est un petit peu à côté, qui n'est pas sur les écoles, mais plus en résonance avec ce que disait Salomé. Toi, de ton expérience, des jeunes que tu as rencontrés ou du jeune que tu étais il n'y a encore pas si longtemps, c'est quoi les enjeux auxquels les jeunes dans la ruralité font face spécifiquement? Moi, je dirais deux choses en fait, de mon point de vue à moi très personnel. En fait, moi j'ai grandi à la campagne, et puis après évidemment il y a eu un temps de rupture avec mon territoire, puisque il y a les études, etc., etc. J'ai travaillé ensuite un petit peu à la Commission européenne, mais du coup en revenant en fait, ce qui s'est passé, c'est que en revenant sur mon lieu de vie et d'amour, on va dire, la question, ça a été comment je fais pour travailler au quotidien. Et en fait, les boulots, ils étaient plutôt sur Toulouse. Et donc, j'étais éducateur à l'environnement à Toulouse. Donc, je faisais 90 ou 100 km par jour pour parler de transport et de mobilité. Donc, c'était quand même assez cocasse comme situation. Et puis là, la question s'est posée, c'est-à-dire qu'en gros, soit pour être cohérent par rapport à ma démarche aussi écologique, soit je vais vivre à Toulouse pour être proche de mon travail et du coup pouvoir prendre le vélo et les transports en commun, soit je développe une activité sur mon territoire. Et en fait, ça a été très étonnant parce que, alors je pense que ça a beaucoup changé depuis 20 ans, là, mais en tout cas, quand moi j'ai commencé, tout le monde me disait c'est impossible, de toute façon, créer de l'emploi sur nos territoires sont morts, ça devient de plus en plus un lieu de dortoir, et donc vous n'arriverez jamais à créer une activité.
Et comme j'aime bien les défis, je les fais. Mais c'est vrai qu'on a commencé en fait sur un espèce de désert, et que ce soit les jeunes, les vieux, enfin tout le monde nous disait de toute façon, tout a fermé ici, vous n'arriverez à rien. Donc là, je suis assez content qu'on recroise des élus locaux qui nous disaient ça au départ, de dire qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'une trentaine de salariés dans notre structure et qu'on a réussi à mettre ça en place aujourd'hui, malgré tous ces bons conseils qu'on n'a pas écoutés. Et après, nous, ici, donc on accompagne ces jeunes-là d'un peu, j'allais dire, partout finalement, parce qu'on a des jeunes qui viennent de la ville et qui découvrent la campagne, mais on a aussi des jeunes de la campagne. La difficulté, c'est qu'après en fait, leur formation, beaucoup en fait, tombent amoureux de la campagne et ont envie de faire des choses, comme moi j'ai voulu le faire aussi à cette époque-là. Et on se heurte en fait à toutes ces difficultés qui sont l'accès à l'hébergement, les questions de transport, de mobilité. Et nous, on interpelle fortement les élus locaux sur ces questions-là parce que c'est quasiment impossible aujourd'hui de pouvoir s'installer suite à leur parcours et alors qu'ils ont envie de s'engager, de développer l'activité sur le territoire. Merci beaucoup. Du coup, on peut prendre une ou deux questions. On a un poil de retard, mais ça passe encore. Yves, je crois que j'avais levé la main. Yves, est-ce que tu es toujours là? Il faut brancher ton micro. Oui, je suis là. C'est bon. Oui, je suis maire d'une commune rurale entre Niort et Parthenay et vice-président de la transition écologique. Et on se pose la même question, comment mobiliser les jeunes, qu'a posé Frédéric. En fait, il y a une grosse difficulté puisqu'on est en présence de deux mondes. Un monde de plans, des PCAET, des PLU, des SCOT, des SRADET, avec des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt. Donc, un monde un peu bureaucratique quand même. Hein. Et un autre monde, c'est le monde des jeunes qui pourtant se mobilisent, mais ces deux mondes ne sont pas connectés. On a du mal à les connecter. Les réunions participatives qu'on organise sur la transition écologique, c'est des plus de 60 ans en moyenne qui viennent. Pourtant, dans les collèges et les lycées, il y a un délégué par classe chargé de la transition écologique. Mais c'est une vraie difficulté. Les jeunes s'engagent, comme a dit Salomé, notamment dans les causes écologiques. Mais comment concilier nos deux modes d'action, en fait, le mode de l'engagement des jeunes et le mode un peu bureaucratique, quand même. Waouh, quelle question. Moi, là, je vais alors peut-être du coup reprendre ma casquette d'ancien jeune, mais nous, on ne s'est pas posé toutes ces questions. C'est-à-dire que, en fait, je pense que les jeunes, ils ne se posent pas la question de comment ils peuvent participer. Moi, je pense que ce que disait Salomé sur cette défiance, quelque part, qu'il y a par rapport justement à cette lourdeur, au côté politique, ce qu'il y a constaté, c'est qu'il y a énormément d'initiatives. Enfin, moi, je suis quand même... Je suis un peu, j'allais dire, un ancien de ces questions-là, mais il y a 20 ans, on n'avait pas 1% de ce qui se passe aujourd'hui sur tous les territoires et c'est plutôt réjouissant. Donc, c'est plutôt, moi, je pense, pour le coup, à dire à vous, en tant qu'élu, à voir comment vous pouvez accompagner ces initiatives-là. Puisque là, ce que je donnais comme exemple, nous, on a des jeunes qui ont envie de s'installer, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de développer de l'activité, mais ils ne se sentent pas du tout forcément écoutés ou compris parce que c'est des nouveaux métiers, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais que c'est plutôt sincèrement engagé. Donc je pense que c'est peut-être aussi, moi je dirais peut-être l'autre question, c'est-à-dire comment vous aussi, vous faites pour que les jeunes puissent s'impliquer dans vos réunions, ou en tout cas dans le travail que vous faites sur ces questions de transition écologique. Alors, très modestement, c'est ma réponse à ça. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question peut-être avant de passer la parole à des encore plus jeunes que nous? Non? Eh bien, dans ce cas, merci beaucoup Frédéric. J'ai mis le lien dans le chat du site des écoles de la transition et on se dirige du coup vers la Corse avec Brandon et Hugo, Alexandra et Déborah. Alors, bonjour à tous. Nous sommes en Corse, en Balagne, en direct de Speluncato avec nos 3 volontaires donc, qui sont là depuis octobre et qui malheureusement
aux grandes dames du maire du village et de tout le village vont bientôt partir, ce que je vous propose, c'est de faire déjà un premier tour de présentation avec Alexandra. Eh ben, bonjour, moi c'est Alexandra. Je vais vers mes 25 ans, donc c'était la dernière année pour moi pour faire un service civique. Donc voilà pourquoi je me suis engagée dans un premier temps. Et personnellement, je sais pas, je dis un peu mes études et tout. J'ai fait une école d'ingénieur agronome, voilà, spécialisée dans la qualité de l'environnement, la gestion des ressources. Donc, je me retrouve dans les questions de transition écologique et tout ça. Et je viens d'un petit village aussi en Lorraine, Ferrières. Déborah. Donc bonjour à tous. Donc, moi c'est Déborah, j'ai 23 ans. Je viens aussi d'avoir mon master en ingénierie et développement des territoires. Donc comme Alexandra, je viens d'un milieu rural parce que je viens du Gers. Et donc j'ai décidé de faire ce service civique pour découvrir un nouveau territoire et notamment la Corse. Voilà. Donc moi c'est Hugo, moi je viens de la région parisienne, donc un territoire beaucoup plus urbain et en fait j'ai fait pareil des études liées à l'environnement, donc j'ai fait une licence en droit et en ingénierie de l'environnement et mon souhait à travers le service civique c'était de pouvoir avoir une certaine mobilité comme on en a parlé et pouvoir découvrir en fait un espace, enfin la ruralité, les problématiques qu'il y a, mais aussi les richesses qu'il y a en fait dans ces lieux-là, et il y en a beaucoup. Voilà. Alors, justement, on a entendu vos raisons, les raisons de votre engagement, je dirais, en service civique avec INSIT, dans le programme Erasmus Rural, un peu de pub quand même. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, quelles ont été vos missions et qu'avez-vous fait pendant ces 6 mois en immersion ici à Spelunca? Je sais pas que... Alors, on a eu plusieurs types de missions. On va dire il y a 3 types de missions. Du coup, il y a eu tout ce qui était lien intergénérationnel, parce que bon, on est dans un milieu rural et c'est vrai que c'est un milieu où il y a beaucoup de personnes âgées qui sont souvent isolées. Et surtout au niveau donc, du numérique, avec tout ce qui est fracture numérique, ils ont du mal à utiliser leurs ordinateurs, leurs téléphones. Et avec la dématérialisation de toutes les procédures, c'est vrai que c'est difficile pour eux, tout ce qui est impôts aussi, la CAF et tout ça. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est des permanences toutes les semaines. Donc là, c'est plus ponctuel. Les personnes viennent nous voir directement à la mairie pour résoudre leurs problèmes. Et après, on va aussi donc, chez les personnes âgées. Ça va être plus hebdomadaire parce que souvent, les personnes âgées prennent l'habitude qu'on vienne tel jour à telle heure pour les aider, que ce soit donc, du coup, pour utiliser leur appareil, mais aussi pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Et donc, dans un premier temps, on fait ça et souvent, c'est du don contre don. Après, on va jouer avec eux au Scrabble ou aux cartes, prendre le thé. Ils sont contents, ils ont un petit moment avec des jeunes. Donc, ça mettrait ce lien aussi. Donc, il y a eu cette partie-là. Et après, on a travaillé aussi sur l'animation du village. Voilà, parce que l'idée, après, c'était aussi de faire perdurer un certain patrimoine, en fait, qu'il y avait pu avoir au village avec plein d'animations. Donc, il y a un certain héritage en fait qu'il faut essayer de faire perdurer parce qu'en fait dans ces territoires-là il y a donc un problème on va dire un vieillissement de la population. Beaucoup de jeunes en fait ne reprennent pas les initiatives du village et donc au fur et à mesure le village se meurt. Donc en fait l'intérêt c'était qu'on puisse nous à travers la mission de service civique avoir un lien social avec les habitants et pouvoir leur proposer en fait de l'animation. Donc ça s'est traduit à travers par exemple un mois de Noël, donc où on a fait des ateliers donc, pour les enfants, des ateliers qui étaient tournés autour toujours des convictions qu'on avait, c'est-à-dire du zéro déchet, la sensibilisation sur la créativité des enfants, le fait de pouvoir, qu'en fait les enfants sont riches de plein d'imagination. Et l'apothéose, c'était donc le marché de Noël qu'on a pu organiser au sein du village. Qui a réuni pas mal de personnes et pas mal d'artisans locaux. Et on a aussi pu travailler voilà, l'animation générale d'un village autour d'ateliers zéro déchet, ateliers cosmétiques, produits ménagers, d'ateliers bien-être pour les personnes âgées, comme on vient d'en parler. Et voilà, le but, c'était de vraiment apporter pendant la période creuse de l'hiver de l'animation, du lien social, de la cohésion et
et voilà, et de rassembler pas mal de monde. Et après, donc, il y a ce volet environnement qu'Alexandra va développer, qui était aussi la partie de notre mission pour laquelle on s'est engagé dans ce service civique. Voilà, Hugo a très bien dit avec sa dernière phrase. On avait donc une grosse partie sur la transition écologique et notamment la gestion des déchets ici en Corse. C'est un sujet assez compliqué et un peu sensible parce que on est sur une île. Voilà, il n'y a pas forcément les structures adaptées et il y a surtout la population qui triple, quadruple en été. Donc, il faut des structures et des services adaptés. Voilà, donc cette partie environnement, on l'a mis dans tous nos ateliers comme la Bigo. Donc voilà, on voulait vraiment faire passer nos convictions à travers tout ce qu'on pouvait faire et montrer aux habitants qu'on pouvait faire les choses autrement, consommer autrement, faire du zéro déchet. Voilà, toutes les animations qu'on a fait, on a essayé de faire de la réutilisation, voilà, sans jamais acheter à Jiffy ou je ne sais pas où, voilà, des plastiques, entre guillemets. Et on a travaillé également donc, au niveau de la mairie, mais avec la communauté de communes, donc sur la gestion des déchets, parce que c'est eux qui ont la compétence pour essayer d'avoir un peu plus d'impact. Et également sur la gestion de l'eau, parce que c'est aussi une thématique sensible ici, vu que la Balagne, c'est la région la plus sèche de Corse, et probablement de toute la France, même si je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Donc voilà, c'est une thématique qu'il faut prendre en compte. On a travaillé notamment auprès des professionnels pour les encourager à diminuer leur consommation d'eau et à sensibiliser les touristes en été. Ouais. Donc voilà, en gros, nos missions très diverses. Alors, comment déjà, quand vous avez vécu en immersion dans ce village, quand vous avez été reçu et comment a été reçu, je dirais, comment a été reçu votre engagement et aussi vos préconisations, notamment sur le plan de l'écologie et des déchets. Voilà. Quand on va de l'autre côté, voilà, du côté des habitants, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez perçu? Du côté des habitants, on va dire que notre arrivée a déjà été un peu intrigante pour eux, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de questionnements autour de ce que c'est un service civique, de pourquoi on était là. Parce que c'est vrai que le principe du service civique est très peu connu en fait, des générations, enfin de nos parents ou même de nos grands-parents. Donc il a fallu d'abord expliquer en fait l'intérêt qu'on soit là. Et après, en fait, de manière générale, le village est très accueillant puisqu'il accueille ça comme quelque chose de nouveau qui peut justement apporter un regard extérieur, qui peut amener des choses nouvelles, des choses qu'ils ne connaissent pas. Je sais qu'à travers les ateliers qu'on a fait, on a fait plein d'ateliers où on faisait vraiment apprendre une pratique aux habitants sur des choses vraiment où ils n'avaient jamais entendu parler de. Par exemple, je prends un exemple concret, on va proposer une fresque du climat en fait, pour les élus locaux. Donc, on va faire une fresque du climat avec les élus locaux et c'est vrai que la fresque du climat ne parle pas forcément à tout le monde. Et voilà. C'était quoi? Voilà. Donc, là, le premier accueil, il était plutôt positif, mais il y avait encore cette distance qu'après on a pu combler. Oui, de manière générale, je pense que quand on arrive dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de passage, entre guillemets, enfin, il n'y a pas beaucoup de renouvellement, voilà, c'est un trick quand quelqu'un arrive. C'est moins qu'en ville où les voisins changent tous les 5 du mois, quoi. Et du point de vue écologique, alors on a fait un petit peu de porte-à-porte, voilà, pour essayer de sensibiliser. Et aussi, on en a parlé à d'autres occasions quand on faisait des ateliers ou même quand on se retrouvait pour un café ou autour d'un verre un peu plus, comment on dit, officieusement, voilà. Officieusement. Et à part certaines personnes qu'on retrouve un peu partout dans d'autres régions de force qui ont les idées bien arrêtées et qui ne changeront pas d'avis malgré les arguments qu'on peut leur apporter, les gens sont super ouverts à la discussion, à essayer de comprendre, à se dire c'est super de voir des jeunes prendre en main cette thématique voilà, qui est la problématique de notre génération plus encore que celle de nos parents ou de nos grands-parents. Voilà, à savoir qu'il y a vraiment des pratiques, enfin, on parle du territoire de la Corse parce que c'est celui dans lequel on était, mais qui sont vraiment très ancrés. Et c'est vrai qu'il y a cette difficulté parfois à outrepasser. Changer les habitudes. Les traditions, les habitudes.
traditions et même se dire que même si, par exemple, vous parlez d'ateliers de produits ménagers zéro déchet, souvent, soit le zéro déchet va être pris de façon un peu politique ou quelqu'un qui ne va pas vouloir parce qu'il est contre cette idée-là. Et puis, produits ménagers, c'est un peu, ça va être amené à pourquoi pas être plutôt pour les femmes du village. Alors, on a eu très peu d'hommes. C'est vrai que c'est des choses qu'il faudrait faire évoluer et qu'on a essayé. Mais du coup, ça a perduré d'essayer voilà, de faire changer les habitudes, d'ouvrir les mentalités. Parfait. Et une dernière question. 6 mois, ça passe vite, c'est déjà fini. Malheureusement, qu'est-ce que vous allez retenir de cette aventure humaine, quoi, de cette belle aventure avec Inti? Je pense que pour nos générations, c'est vrai qu'on est souvent sur nos écrans, nos ordis, sur les réseaux, et on oublie les choses simples et de revenir dans des territoires comme ça, ruraux, de partager des moments sur de choses simples ou quoi. Enfin, on était vraiment tout le temps occupés, on n'a pas vu le temps passer. Et c'est dire aux jeunes qu'en fait, même dans les territoires ruraux, il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout en Corse, pour la découvrir, il faut partir en randonnée. Vraiment, il y a énormément de choses à faire, on ne s'ennuie jamais. Et c'est ça il faut faire revenir ça auprès des jeunes. Tout à fait. Justement, qu'est-ce que vous pourrez leur dire, comme Déborah, aux jeunes qui hésiteraient à s'engager C'est hyper valorisant d'échanger, même avec des personnes âgées, même rien que prendre un café avec une personne âgée qui va te raconter ses souvenirs de jeunesse ou jouer avec toi et tu vois qu'elle est super contente. On les voit, ils ont le sourire, ils sont contents d'avoir passé un moment. C'est juste de parler et tout ça, et de raconter comment c'était avant aussi, le village. Mais voilà, c'est vrai que ça paraît très simple comme ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas réinventé le monde en faisant juste passer un moment avec une personne âgée, c'est très simple. Mais c'est vrai que pour la jeunesse, il faudrait bien faire comprendre que c'est très important pour les personnes âgées d'avoir du lien. C'est très important aussi d'avoir de l'animation quand on est enfant, puisque quand on est enfant, en fait, on crée nos habitudes, nos souvenirs. Jouer, c'est primordial quand on est enfant. Et quand on peut amener la dimension respect de l'environnement et respect de l'écologie, en fait, typiquement, la jeunesse, c'est elle qui sera demain à nos places. Et c'est elle qui pourra justement, si elle est éduquée, si elle est sensibilisée, pourra faire changer les choses. Donc vraiment, en fait, le service civique, c'est vraiment des choses simples, mais des choses qui sont très concrètes. Et il ne s'agit pas de, entre guillemets, blablater, c'est vraiment concret, on vient, on agit et on produit. Donc c'était ça. En tous les cas, je peux témoigner pour être allé sur place et j'en profite d'être devant tout le monde pour les remercier, mais de l'implication de ces 3 volontaires à Speloncato, qui est un village de 200 et quelques habitants l'hiver, qui passe à plus de 1000 l'été, mais sur cette période d'hiver qui est petit, qui est magnifique, mais petit, mais de l'intégration de ces 3 jeunes dans le village, et c'est vraiment un exemple extrêmement réussi, une expérience extrêmement réussie pour nous d'intégration de jeunes qui vivent pendant 6 mois sur ce village et qui créent des liens en passant une demi-journée avec eux dans le village. Dès qu'il y avait un habitant qui passait, ils lui demandaient comment ça allait, comment allait le chien, le chat. Voilà, enfin, ils étaient au courant de tous les potins du village et tout ça avec beaucoup de bienveillance et en agissant sur une thématique extrêmement importante. Et ça a été dit, la question de l'eau, en plus, à Speloncato, est un vrai problème. Et donc voilà, Hugo disait, on n'a pas changé le monde. Si, vous avez changé le monde. Vous l'avez changé en partie, un petit bout de monde, là, ici, à Speloncato. Donc vraiment, un très, très grand merci à eux. J'ai cru comprendre qu'ils allaient revenir à Speloncato plutôt sur des périodes estivales, plutôt sur des périodes un peu festives, de ce que j'ai cru comprendre. Donc je m'en réjouis, le lien entre eux et les mairies va durer. Merci en tout cas. Merci. Alors, on a une petite question, peut-être, Brandon, encore, et puis après, on va basculer pour passer la parole à Sylvie. Super, on attend vos questions. Alors, c'est Léa. C'est Léa. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Déjà, je trouve que ce que vous faites, c'est super, c'est extra. Donc, j'ai 23 ans et là, hier, je suis allée à une conférence avec Camille Etienne à Darwin, l'écosystème, vous connaissez, à Bordeaux, où il y avait un sponsor entre Veja et Sharp Earth, enfin, c'est sur l'écologie. Et ce que je voyais sur cette conférence, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une stagnation sur l'information. Il y avait beaucoup de questions au final sur des personnes qui ont fait des études justement sur l'ingénieur et l'environnement.
et qui posait des questions à ces militants, activistes. Qu'est-ce que je fais après ou comment je m'oriente justement. Et tout ce que vous faites, ça répond largement et même ça crée des liens sur le terrain. Et je vois qu'en fait, l'information sur vos structures, vos associations répondent très directement à ce genre de conférence qui a plus ou moins de l'impact, de la visibilité. Enfin, juste, je trouve ça intéressant de mettre en lien tout ce que vous faites auprès de personnes ou comment dire, des structures comme Darwin. Par le passage des personnes, j'ai du mal à parler, de faire un lien vos structures, tout simplement pour répondre et de ne pas stagner le dialogue sur des conférences qui pourraient pousser à plus de réflexion, vous voyez. Voilà. Merci. Ouais. Un petit retour par rapport à ça? Oui, mais je voudrais juste dire que c'est vrai qu'avec des formations où on parle souvent d'ingénierie, de droit, ça pourrait être très complexe. Et c'est vrai que dans ce que tu pouvais dire, c'est avec les choses qu'on a pu produire ici, vu que c'est très concret, ça amène à avoir vraiment un impact direct. Et donc, oui, effectivement, c'est très valorisant, même si ce n'est pas lié forcément aux études auxquelles ce qu'on apprend dans les études, c'est très valorisant au niveau de l'intérêt commun. Tout à fait. Et puis juste rajouter qu'on a parlé en plus de faire des interventions comme ça dans des lieux où ça aurait beaucoup de sens, aussi de mettre en relation, par exemple, INSEE avec nos écoles. Enfin, moi, j'ai fait une école d'ingénierie aussi, et ça serait hyper intéressant, surtout que je l'ai fait à Toulouse, donc c'est pas trop loin du Gers, de faire par exemple, pendant les forums, les journées portes ouvertes, de faire intervenir INSEE et justement encourager des jeunes s'ils ne savent pas vraiment comment se retrouver dans leur formation, sur leur métier d'après, de faire des expériences comme celles qu'on a fait et de creuser leurs trous dans des milieux ruraux, parce qu'au final, il y a plein de choses à faire ici aussi. Merci à vous, merci Brandon pour cette interview en direct de Speloncato. On se voit la semaine prochaine. En tous les cas, ces 3 jeunes vont devenir des ambassadeurs d'INSEE un peu partout en France et ailleurs pour justement favoriser l'engagement des jeunes. Elsa, je te repasse la parole pour Sylvie. Oui, Sylvie est avec nous, Sylvie du magazine Village, qui est partenaire de ce café de campagne comme tous les 3 mois maintenant, c'est devenu une petite tradition. Et du coup, sur le numéro du printemps, il y a un dossier dédié à la jeunesse, aux jeunesses des territoires ruraux. Donc Sylvie, si tu veux nous en dire un petit mot et peut-être aussi réagir sur ce que tu as entendu aujourd'hui dans ce café de campagne, je te donne la parole. Merci Elsa, merci Thibaut pour cette invitation. C'est toujours aussi bien en fait. J'ai toujours un plaisir à écouter tous ceux qui témoignent lors de ces cafés de campagne. Effectivement, on a fait un dossier, les cahiers de la ruralité spéciale jeunesse. Je ne sais pas si on le voit là, mais peut-être, oui, on voit. C'est un gros dossier de 20 pages à l'intérieur du dernier numéro de Village, qui est trimestriel, et c'est pour ça qu'on a rendez-vous ensemble tous les 3 mois, et on fait un thème en commun. Ça aurait pu, des initiatives qui ont été présentées auraient pu complètement compléter ce dossier. On aurait pu faire 40 pages, 50 pages, 100 pages. C'est un super sujet. Nous, on a mis l'accent surtout sur plusieurs expériences. L'ASMALA qui a monté un campus rural avec des formations bivouac pour justement se réorienter, pour une école du numérique aussi, toujours l'ASMALA qui est dans les Landes, hein, qui est un lieu qu'il faut aussi tiers-lieu et tout, dont on a déjà parlé, ou les campus connectés. Là, c'est plutôt une initiative mise en place par l'État à l'origine, qui permet effectivement à des étudiants qui ne sont pas prêts à aller travailler, faire leurs études dans les grandes villes, de pouvoir accéder sur ces campus en plein milieu rural. On est allé à Caligny, hein, dans l'Orne, pour voir comment ça se passait, pour être tutoré à distance quand on fait sa formation, et parce qu'on a un handicap, parce qu'on a des enfants en bas âge, parce qu'on n'est pas prêt à quitter son territoire pour des raisons même parfois d'engagement associatif ou sportif, de voir comment ça se passait dans ces campus connectés. On a fait aussi un reportage dans la Gâtine, et moi j'ai trouvé ça super, sur la mise en place de tiny house, donc les petites maisons qu'on met à disposition pour les jeunes qui veulent trouver un stage en pleine campagne mais qui ne trouvent pas à se loger. Donc le pays de Gâtine a construit
construit 7 tiny houses. Ils sont en train de se battre pour qu'elles puissent être éligibles aux allocations logement, qui permet aux jeunes, quand ils vont dans un village, de pouvoir être logés. On transporte la petite maison et hop, on est dans le village d'à côté. C'est des sortes de foyers de jeunes travailleurs ambulants, je ne sais pas comment appeler ça, dans ces petites maisons en bois, ça marche super. C'est une très belle initiative aussi. Donc, on a fait aussi un inventaire. On aurait pu les avoir là aussi sur ce café de campagne. Donc, c'est bien qu'on allie nos complémentarités, là encore. Et puis, plein de petits articles à découvrir comme ça dans ce dernier numéro. On ne parle pas que de la jeunesse dans ce numéro. On a aussi, bien sûr, des portraits comme d'habitude, un grand dossier sur les manufactures, un dossier sur les repair cafés. Donc, ces cafés où on peut réparer ses objets. Donc, c'est pour en citer quelques-uns. Donc, abonnez-vous, c'est la nouvelle formule. Elle fait 20 pages de plus. Et puis, on a remplacé maintenant les petites annonces qu'on avait dans le magazine par encore plus de reportages. Et on fait des petites annonces dans une newsletter. Ça libère en plus de l'espace pour justement aller voir d'autres initiatives. Donc, soutenez-nous. On est indépendant, je le rappelle, pour Village. Et à côté de ça, moi, je donne des cours à l'Université de Caen. Ça me prend pas mal de temps sur un master. Et je fais un petit sondage à chaque fois auprès de mes étudiants pour leur demander combien veulent travailler demain à la campagne. Et au début, il y a 10 ans, quand je faisais ça, j'avais 80% qui voulaient être en ville. Et maintenant, je tombe à peu près, je fais une petite enquête en ligne automatique qui s'affiche après, je suis à peu près à 50% qui veulent travailler dans les territoires ruraux. Alors, ça me met plein de baume au cœur. Alors, c'est vrai que c'est un master qui est sur le développement durable. Donc, on comprend qu'il peut y avoir une sensibilité, mais ça n'a pas du tout toujours été le cas. Et je trouve que c'est une évolution quand même très positive. Et puis, juste pour réagir à ce qui a été dit, sans commenter tout, parce que tout était intéressant et que le temps passe et que je vois que les gens se déconnectent parce qu'il est l'heure, donc je ne vais pas être trop longue. Mais sur la notion d'engagement, moi, ce qui m'intéresse dans ce que j'ai entendu dans l'intervention de Salomé, c'est effectivement pour sortir de ce pessimisme ambiant. Je m'aperçois de ça avec mes étudiants aussi au quotidien, c'est qu'il faut agir, quoi. Et que si on ne fait qu'être passif à écouter des cours ou tout, effectivement, ça devient désespérant, quoi, en fait. En plus, on a des données qui sont très dures, parfois très brutes, et puis la situation, comme le rappelait Thibault, est très, très compliquée en ce moment. Et donc, la seule façon qu'on a de retrouver de l'optimisme, c'est d'agir. Moi, j'essaye avec les étudiants, dans la mesure de possible, de les emmener le plus possible sur le terrain et qu'ils fassent eux-mêmes l'organisation d'un événement sur tel sujet. Et le fait de s'engager, de tout faire de ça, redonne du baume au cœur. Et on voit que c'est vraiment les moments les plus joyeux de l'année, y compris à l'université dans ce master, que de rester passif en voyant passer ces tonnes d'infos, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les radios, sur les télés. Donc, je ne peux qu'encourager ça au quotidien, et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire, parce que quand on s'est installé avec Village à la campagne, on était aussi tous très jeunes, on a vieilli depuis, mais on essaye d'encourager les autres comme on peut, même si je vois qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui prennent bien leur place, et c'est super, ça réconforte. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Il faut s'abonner à Village Magazine. C'est une excellente et magnifique fenêtre sur un monde riche, ouvert et plein d'initiatives et très positif. Et c'est à chaque fois très, très enrichissant. On est très heureux de ce partenariat. J'ai vu que Gérard Peltre, qui est administrateur et administrateur d'INSEE, président de RED, mettait un long texte, donc je ne vais pas pouvoir le lire, vous pouvez le lire sur le chat. Patricia Andriot, peut-être vous vouliez dire un mot? Oui, Patricia, reprendre la parole derrière, super. Juste un mot, pour confirmer ce que vient de dire Thibault, abonnez-vous à Village, qui est vraiment une très belle vitrine de tout ce qui se passe en milieu rural et très importante. Non, mais juste pour dire que les cahiers de la ruralité résultent d'un partenariat entre l'Agence nationale de cohésion des territoires et Village Magazine, et que l'idée, c'est aussi de mettre en lumière le rôle des pouvoirs publics pour accompagner toutes les belles dynamiques qui ont été présentées dans ce café de campagne. Alors, il y a des trous, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de suivre ces cafés de campagne pour améliorer l'action publique, mais c'est bien aussi de valoriser ce qui a déjà été fait. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup, Sylvie. Votre soutien. Merci. Il est 14h11. On est encore près d'une cinquantaine à être connectés. C'est dire si quand même ces sujets sont importants. Il y a certains d'entre vous sont déjà partis en s'excusant. Merci infiniment à tous nos intervenants. C'était vraiment un super moment. Merci Elsa, merci Brandon d'avoir co-animé avec moi ce 17e café. Le prochain sera le 28 avril et ce sera sur les questions de sport. Voilà, ruralité et sport. N'hésitez pas à vous connecter et à le faire connaître. Elsa, petit jingle de fin.
après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec INSIT. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. On se retrouve le 28 avril à 13h pour Ruralité et Sport. Merci infiniment d'être restés. À très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous et vive notre ruralité joyeuse, pleine d'initiatives. Et à très, très vite. À très bientôt. Ciao. Parfait, c'était excellent. Merci, Gérard.